Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Allemagne, plus précisément entre les villes de Ingolstadt et Schroben-au-Senf, à plus ou moins 70 km au nord de Munich en Bavière. Notre affaire s'est déroulée dans une ferme isolée. Hinterkaifeck n'est d'ailleurs pas le nom d'une ville, mais bien un nom utilisé pour la ferme, car elle se situait plus ou moins à 1 km au nord du hameau de Kaifeck, et Hinter en allemand signifie derrière. Nous sommes fin mars 1920. La ferme est habitée par Andreas Gruber, 63 ans, son épouse Kadzilia, 62 ans, leur fille, veuve d'un militaire déclaré mort au combat, Victoria Gabriel, 35 ans, et ses 2 enfants, Kadzilia, 7 ans, qui portent le même prénom que sa grand-mère, ça se faisait beaucoup à l'époque en Allemagne, et Joseph, 2 ans, vivent également à la ferme. Ils gagnent leur vie en vendant leur production au marché local. Il y a d'habitude une bonne qui y travaille, mais la dernière est partie il y a 6 mois, car selon elle, la ferme est tentée. Elle a entendu des bruits et se sentait observée. Mais cela ne tracasse pas la famille, car une nouvelle bonne, Maria Baumgartner, arrivera le 31 mars. Par contre, Andreas est un peu plus tracassé par des faits étranges qui se passent chez lui. Il a vu des empreintes de pas dans la neige qui viennent de la forêt vers la ferme, mais aucun pas ne retournant vers la forêt. Il a entendu des pas dans le grenier et les clés de la maison ont disparu. Il a également trouvé un journal dont il ignore la provenance. Il a d'abord pensé à un sans-abri ou une personne égarée qui a voulu se mettre au chaud. Il a aussi constaté que des traces de pas vont vers la remise, que l'on a tenté de forcer, mais sans y parvenir. Andreas en parle à ses voisins mais ne prévient pas la police. Le 31 mars, la nouvelle bonne arrive et tout se passe normalement. Quelques jours plus tard, les voisins sont étonnés de ne plus voir personne de la famille Gruber. Kalizia a raté l'école et le facteur signale que le courrier n'est plus relevé. Ils ne sont pas non plus venus à l'église le dimanche. Le 4 avril, les voisins, avec à leur tête Lorenz Skittenbauer, décident de se rendre sur place afin de s'assurer que tout va bien. Et c'est là qu'ils découvrent une scène d'horreur. Toute la famille a été massacrée. Les corps d'Andreas, de sa femme et de Victoria, ainsi que celui de la petite Kadzilia, sont dans la grange. Le visage d'Andreas est couvert de sang et les os de ses pommettes ressortent. Il est en tenue de nuit. Sa femme a reçu 7 coups de pioche et montre des signes de strangulation. Le crâne de Victoria présente 9 blessures en forme d'étoile et le côté droit de son visage a été écrasé. Kadzilia est allongée contre le mur à côté de la porte de l'écurie. Elle est pieds nus et porte une chemise à pois bleus. Son corps a été déplacé par Lorenz. Il l'a soulevée et l'a ensuite allongée contre la déchiqueteuse. Elle a la mâchoire brisée et des plaies circulaires au niveau du visage et du cou. La bonne a été tuée dans sa chambre. Son corps gît sur le sol, la tête presque en dessous du lit, dans une mare de sang provoquée par des coups croisés à la tête. Elle porte encore sa tenue de ville et n'a pas vidé son sac du peu de vêtements qu'elle possédait. Son corps a été recouvert. La fenêtre de sa chambre est couverte de draps. Mais on ne sait pas si c'est le tueur qui l'a fait pour empêcher que l'on voie le carnage de l'extérieur ou si c'est elle qui a fait ça pour éviter les courants d'air. Comble de l'horreur, le petit Joseph a été tué par un coup au visage dans son berceau et recouvert d'une jupe rouge. Pour la scène de crime, la porte de la grange est pleine de sang. Dans la cuisine, il y a quelques petites taches de sang sur le carrelage en pierre, mais pas de traces de pas. Le journal du 3 avril était toujours là où le facteur l'avait déposé. Celui-ci explique que ce même jour, il avait été étonné de ne pas voir le berceau de Joseph dans la cuisine, car c'est là qu'il était habituellement en journée.
Les policiers remarquent une marmite avec des restes de soupe, la preuve que les victimes ont dîné avant le massacre. Le chien de la ferme est enfermé dans l'écurie et il a reçu un coup au-dessus de l'œil. Selon le médecin de la cour, Johann Baptist Müller, qui a pratiqué l'autopsie dans la grange, les meurtres ont été commis avec une pioche. La théorie des enquêteurs est que le ou les tueurs ont attiré les victimes une par une dans la grange. Alors on ne sait pas s'il y a un tueur ou plusieurs tueurs. Par facilité, je vais faire comme s'il n'y en avait qu'un. Après les avoir tués, il a empilé les corps et les a recouverts de foin. La petite Katsilia n'est apparemment pas morte sur le coup. Elle s'est arrachée des touffes de cheveux, de peur et de douleur. Et pendant qu'elle agonisait entre les corps de ses grands-parents et de sa maman, le tueur est allé s'occuper de la bonne et de Joseph. D'après le médecin, si on avait retrouvé la petite plus tôt, on aurait pu la sauver. Après l'autopsie, les corps sont décapités et les crânes envoyés à Munich pour de plus amples analyses. Si je devais commettre un crime pareil, je quitterais les lieux le plus vite possible, mais pas notre tueur. Après les faits, il a fait un feu de cheminée qui a été vu par les voisins. Il a mangé et il a été jusqu'à s'occuper du bétail qu'il a nourri et il a même été jusqu'à traire les vaches. Le fait de voir de la fumée sortir de la cheminée a rassuré les voisins le premier jour où Kalizia a raté l'école et quand la famille a raté l'office du dimanche. Les voisins expliquent à la police les événements étranges dont Andreas leur avait parlé. Les traces de pas dans la neige, les bruits dans le grenier, les clés disparues et le journal. La théorie des policiers est que le tueur est resté à observer la famille, cachée dans le grenier un moment avant de passer à l'attaque. En effet, une tuile du toit avait été retirée et cela permettait une bonne vue de la cour de la ferme. Tout avait été bien préparé. Lors de l'enquête, les policiers se sont rendus compte que la paternité de Joseph posait question. Victoria avait un amant qui n'était autre que le fameux voisin Lorenz. En plus de ça, et ce qui est très grave, elle avait une relation incestueuse avec son père. Ils ont tous les deux purgé une peine de prison en 1915 pour ce crime. 1 mois pour elle et 1 an pour son père. Donc qui était le père de Joseph? On ne le sait pas. Les travaux de démolition de la ferme ont commencé en février 1923. Plus personne évidemment ne voulait vivre là-bas. Et c'est au premier étage que les ouvriers ont découvert une pioche qui était probablement l'arme des crimes, car il y avait des taches brunes dessus. La police a interrogé une centaine de suspects. Le vol est écarté comme mobile car une grosse somme d'argent est toujours dans une boîte en fer bien en vue. Lorenz est soupçonné car, bien sûr, il est le père présumé de Joseph. Il l'aurait même reconnu devant tout le monde. Il a eu une liaison avec Victoria avant que le père de celle-ci ne s'en mêle et ne les fasse rompre. Il a ensuite rencontré une autre femme qu'il a épousée. Ils ont eu un bébé mais il n'a survécu que quelques semaines. Il aurait pu tuer la famille en étant traumatisé d'avoir perdu son enfant légitime et pour ne pas avoir à payer une pension alimentaire pour Joseph si Victoria venait à lui en demander une. Selon les autres voisins qui l'accompagnaient lors de la découverte des corps, il a eu une attitude suspecte. Il regardait les corps sans aucune émotion. La police l'a interrogé, mais rien ne permet de prouver qu'il était sur les lieux au moment des meurtres. Il y a aussi la théorie du meurtre-suicide. Selon la rumeur, Andreas, en plus d'être incestueux, était très violent. Il aurait eu d'autres enfants avec sa femme, mais seule Victoria aurait survécu. Mais là où le bas blesse, c'est que aucune des blessures ne semble avoir été auto-infligée. En plus, se tuer à coups de pioche, il y a plus facile. De plus, comment aurait-il empilé les autres corps au-dessus du sien après s'être suicidé? Une autre théorie est que Karl Gabriel, le mari officiellement déclaré mort de Victoria, mais rappelez-vous, on n'a pas retrouvé son corps. En fait, la théorie est que il n'est pas mort, il est revenu, et de rage de voir que sa femme avait eu un autre enfant et avait refait sa vie, entre guillemets, il n'a pas supporté et il a tué tout le monde après les avoir espionnés. La théorie est intéressante, mais Karl a apparemment bien été tué en France, car une dizaine d'autres soldats qui étaient présents ont témoigné avoir vu son corps.
En 2007, des étudiants d'une académie de police allemande ont repris l'enquête avec des techniques modernes. Malheureusement, beaucoup de preuves ont disparu ou ont été mal conservées. Par exemple, les crânes qui avaient été envoyés à Munich ont été perdus durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré ça, ils ont pu faire ressortir un suspect principal. Mais ils ne dévoileront pas son nom par respect pour sa famille et parce qu'ils n'ont pas de preuves tangibles. Alors pour les livres et les films, comme d'habitude, la liste n'est pas exhaustive, donc faites vos petites recherches. Mais voilà déjà quelques exemples. Alors il y a La ferme du crime par Andrea Maria Schenkel, sorti en 2006. Un deuxième livre, Nous sommes les chasseurs par Jérémy Fell, sorti le 6 octobre 2021. Alors il parle de cette histoire dans le deuxième chapitre. En ce qui concerne les films, en 2009 sort Hinterkaifeck, un film allemand bien sûr inspiré par l'affaire. Voilà, alors je tiens à remercier Laurent de m'avoir proposé cette histoire. Si vous voulez m'en proposer d'autres, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.